Un progrès technique endogène résultant de l'innovation va déterminer une croissance auto-entretenue. Ici, le progrès technique est endogène. En effet, les économistes vont considérer qu'il provient d'incitations économiques. Ce sont les analyses de la croissance endogène qui vont reprendre et enrichir l'analyse de Schumpeter. Ainsi, selon Schumpeter et les analyses de la croissance endogène, on peut expliquer économiquement le progrès technique. Ainsi, on va dire que le progrès technique est endogène. Schumpeter est le premier à avoir mis en évidence cette idée. Selon lui, l'entrepreneur est motivé par des incitations financières. Ainsi, il est à la base de l'innovation. En effet, il recherche le profit, qui est son but. Il va motiver l'entrepreneur à lancer ses innovations. Mais c'est aussi l'instrument de mesure de sa réussite. Le profit témoigne du succès de l'innovation. Les analyses de la croissance endogène vont alors reprendre et enrichir l'analyse de Schumpeter. Ainsi, selon Romer, principal théoricien de la croissance endogène, l'individu va opérer un calcul rationnel. Il compare le coût de l'innovation, notamment le risque et les dépenses nécessaires pour mettre en place l'innovation, avec les recettes, c'est-à-dire être en monopole, de manière provisoire et être ainsi un price maker. Si les recettes sont supérieures aux coûts, il fait donc un profit. Ainsi, cela va l'inciter à lancer son innovation. Mais définissons d'abord ce qu'est une innovation. Il faut d'abord distinguer invention et innovation. Une invention est la découverte d'un principe nouveau ou d'un produit nouveau dont l'application pratique n'est pas toujours possible. C'est par exemple la recherche fondamentale, qui va donc permettre de dégager les lois qui régissent les phénomènes scientifiques. Cette recherche fondamentale va alors générer la recherche appliquée, qui est la mise au point des procédés de production ou d'objets nouveaux qui pourraient être introduits dans le processus productif. En revanche, l'innovation est la mise en application économique d'un principe théorique ou d'une idée nouvelle. Ainsi, l'innovation va rendre économiquement viable l'invention. C'est la partie développement qui permet de perfectionner les prototypes initiaux, les adapter à la demande et les commercialiser enfin dans le modèle définitif. On peut distinguer plusieurs formes d'innovation, et notamment distinguer les innovations mineures des innovations majeures. En effet, les innovations vont se distinguer par l'intensité du changement introduit. Les innovations mineures ou incrémentales sont des améliorations de produits, de services ou de produits déjà existants. En revanche, les innovations majeures ou radicales introduisent une rupture. Elles vont affecter les modes de production et de consommation de manière significative et de manière relativement durable. L'innovation, comme la connaissance, sont des biens publics cumulatifs. D'abord, l'innovation et la connaissance sont des biens publics. Rappelons la définition d'un bien public. Un bien public est un bien collectif qui a des caractéristiques supplémentaires. Il faut donc définir ce qu'est un bien collectif. C'est d'abord un bien non exclusif. Personne ne peut être écarté par un mécanisme marchand, c'est-à-dire le prix, de l'utilisation du bien. La deuxième caractéristique d'un bien collectif est d'être un bien non rival. Ainsi, l'usage d'un bien par un agent économique n'empêche pas son utilisation par les autres membres de la collectivité. Ainsi, selon les théoriciens de la croissance endogène, la connaissance est un bien collectif. En effet, la connaissance a les deux caractéristiques d'un bien collectif. Elle est non rivale. Ainsi, une même connaissance peut être utilisée par plusieurs personnes à la fois. Ensuite, il n'y a pas d'exclusion possible. En effet, il est difficile d'exclure entièrement les autres d'usage à connaissance. Les moyens de protection existants, comme le brevet, le secret ou les droits d'auteur, sont limités. C'est par exemple le téléchargement illégal. Mais la connaissance n'est pas seulement un bien collectif, c'est aussi un bien public, car elle a une caractéristique supplémentaire. En effet, un bien public est une variété particulière de biens collectifs. C'est un bien collectif qui produit des effets externes positifs, comme par exemple la vaccination. On peut alors reprendre la définition des externalités. Une externalité
se définit comme les répercussions sur l'utilité ou le profit d'autres agents, de l'activité d'un agent, sans qu'il y ait transaction sur un marché. Il peut y avoir des externalités négatives, comme la pollution, ou bien des externalités positives, comme les innovations. En effet, les innovations sont un bien collectif qui va générer des externalités positives. En effet, son usage va procurer à l'ensemble de la collectivité des avantages bien supérieurs à son coût. En effet, la connaissance va générer d'externalités positives, puisqu'elle va permettre de donner encore plus de connaissances. Ainsi, le rendement social de l'innovation, c'est-à-dire les bénéfices pour la société, croissance et bien-être, est supérieur au rendement privé, c'est-à-dire au profit individuel de ou des innovateurs. Autre caractéristique de la connaissance, en plus d'être un bien public, c'est un bien public cumulatif. En effet, la connaissance ne subit pas la loi des rendements décroissants, car chaque nouvelle connaissance va ouvrir la voie à des découvertes ultérieures. Ainsi, il y a un processus auto-entretenu d'accumulation de la connaissance. Ce processus résulte en partie des externalités positives générées par la connaissance. En effet, la connaissance va générer des externalités positives, car les chercheurs vont d'autant plus être productifs que le stock de connaissances déjà accumulé est important. Ensuite, le coût de reproduction de l'innovation est faible, alors que son coût de production peut être très considérable, par exemple un vaccin. Il y a aussi le rôle du capital humain. Les individus formés vont aussi faire bénéficier leurs connaissances ceux avec qui ils travaillent. Grâce à ce mécanisme de croissance endogène, la croissance va devenir durable et auto-entretenue. On peut alors parler de cercle vertueux. En effet, les innovations vont d'abord assurer des gains de productivité. C'est par exemple les innovations de procédés, une nouvelle méthode de production, de transport ou de commercialisation, par exemple des biens d'équipement plus performants, vont permettre de produire plus en moins de temps. On a donc des gains de productivité. Ces gains de productivité vont alors assurer la croissance. En effet, il va y avoir une augmentation de la valeur ajoutée, qui va être répartie entre plusieurs agents. D'abord, une augmentation des salaires réels. Ainsi, la consommation va pouvoir s'accroître. Mais aussi, une augmentation des profits. Dans ces conditions, l'investissement peut augmenter. Enfin, les recettes fiscales vont aussi s'accroître. Dans ces conditions-là, les dépenses publiques augmentent. Ainsi, la demande, qu'elle provienne des ménages, des entreprises ou de l'État, peut augmenter. Ces gains de productivité peuvent aussi avoir une autre destination. En effet, comme la production augmente plus vite que la quantité facteur de production, il y a une baisse des coûts de production, qui permet alors une baisse des prix, et donc qui assure une augmentation de la compétitivité prix. Les produits du pays sont moins chers que ceux des concurrents. Dans ces conditions, il va y avoir une augmentation des exportations. Cette augmentation des exportations entraîne ainsi une augmentation de la demande extérieure, qui, alliée à l'augmentation de la consommation, de l'investissement et des dépenses publiques, font que la demande intérieure augmente aussi, et donc une augmentation de la demande globale, qui assure une augmentation de la production. Les gains de productivité favorisent la croissance, mais la croissance économique va alors assurer l'innovation. En effet, la croissance permet une augmentation des profits. Ainsi, les entreprises peuvent financer facilement leurs dépenses de R&D. Mais il y a aussi une augmentation de la demande. Dans ces conditions, cela motive l'effort de recherche, puisque les entreprises savent qu'il y a des débouchés possibles. Dans ces conditions-là, il va y avoir de l'innovation.